Eh bien, je dirais que c'est encore plus dangereux que ce que les États-Unis ont fait en confisquant les avoirs russes. C'est même pire que d'essayer d'utiliser le système du dollar comme une arme. Parce qu'en ce moment, le monde entier dépend d'un commerce mondialisé. Le modèle actuel consiste en grande partie à acheter des produits bon marché en Chine, des intrants peu coûteux au Vietnam, à les reconditionner, à les utiliser comme vos propres intrants, puis à exporter les produits finis vers les pays occidentaux, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Vous récupérez l'argent, puis vous réinvestissez, et tout le cycle continue. Mais ce que Trump fait avec ses droits de douane secondaires, c'est essentiellement dire au monde de briser leur modèle économique, de le démanteler complètement. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Son Fu. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement Son, car il est l'animateur d'une chaîne YouTube très réussie et utile sur la géoéconomie, où il publie chaque jour des analyses sur l'économie mondiale et l'impact des événements politiques sur différents marchés. Je trouve toujours ces analyses perspicaces et réalistes, donc je suis très heureux qu'il ait accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Son, bienvenue. Merci d'être ici. C'est formidable que vous ayez accepté, car j'ai toujours voulu vous interroger sur votre évaluation globale des affaires politiques. Mais puis-je commencer par une question? Depuis combien de temps êtes-vous déjà engagé en ligne dans votre analyse? Parce que je vous suis depuis, je dirais, un an et demi maintenant. Mais quand avez-vous commencé? Tout a commencé, je pense, autour de 2022, quand en gros, tout le paysage mondial et géopolitique a explosé, non? Je suppose que nous nous souvenons tous qu'en 2022, la Russie est entrée en Ukraine, et cela a déclenché toute une série d'événements, n'est-ce pas? Nous n'avions jamais vu une guerre économique menée de façon aussi flagrante. Et cela a vraiment tout découplé, tel que nous le connaissions. Non? Vous savez, le système actuel, l'ordre du dollar actuel, tout est en train de se défaire. Nous assistons à la montée des BRICS. Nous voyons la Chine prendre position et riposter contre tous les tarifs, toutes les sanctions. Donc, ces 2 ou 3 dernières années, les choses se sont intensifiées. Et moi-même, avant cela, j'étais trader en pétrole. Maintenant, vous savez, je gère aussi mon propre argent. On peut constater beaucoup de déséquilibres. Je voulais vraiment établir un lien entre la géoéconomie et la manière dont les gens peuvent être plus conscients de leurs investissements. Nous avons vu beaucoup de choses intéressantes se produire, notamment en ce qui concerne les métaux précieux, les actions, et tout le récit de l'exceptionnalisme américain commence également à s'effriter. Je trouve cela très intéressant, ce lien entre les marchés, les investisseurs et la géopolitique. Je pense que, du moins pour moi, je n'avais pas vraiment compris à quel point cette analyse est précieuse. Et peut-être que la demande n'existait tout simplement pas auparavant. Mais le constatez-vous aussi? J'étais à une conférence sur l'investissement dans les ressources au Canada en janvier, et les personnes du secteur minier et des ressources s'intéressent beaucoup à ce que le nouvel environnement géopolitique implique pour la sécurité des investissements, etc. Cela a vraiment augmenté au cours des dernières années, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de gens essayent maintenant de relier les points entre le grand jeu et la manière dont les États-Unis tentent en réalité d'utiliser la politique économique comme un instrument de diplomatie d'État. L'ancien ordre mondial dans lequel nous avons tous vécu, enfin, je suppose que tu l'as vécu plus longtemps que moi, reposait entièrement sur le système de Bretton Woods. Tout était lié au dollar américain.
ce qui donnait aux États-Unis un immense pouvoir monétaire, tout en alimentant l'ensemble de l'écosystème qui fait d'eux aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes du monde, n'est-ce pas? Si l'on regarde comment leur ancien système hérité était structuré, et c'est très important, on en est arrivé à un point où il existait une compréhension implicite entre le monde, l'économie mondiale et les États-Unis. Donc l'accord était assez simple. Les États-Unis fourniraient beaucoup de liquidités au monde. Ils inonderaient le monde de dollars et essaieraient de maintenir tout le système en marche. En même temps, les États-Unis achèteraient alors tous ces produits bon marché au reste du monde, toutes les marchandises de Chine, toutes les ressources du Moyen-Orient, et avant la rupture avec la Russie, ils obtenaient aussi des ressources de Russie. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous constaté au cours des 10, 20, 30 dernières années? Il y a eu beaucoup de mauvaise gestion aux États-Unis. Les niveaux d'endettement n'ont cessé d'augmenter. Les taux d'intérêt sont désormais tellement volatiles qu'ils ressemblent à une action de marché émergent. L'ensemble de la courbe des taux obligataires ne cesse de monter, peu importe ce qui se passe. Nous avons donc atteint un point d'inflexion où les États-Unis doivent opérer un changement. Et c'est là que je partage le point de vue de Trump. Quelque chose doit changer, sinon on finira par se heurter à un mur. On va se retrouver face à un mur de financement de la dette et le dollar américain tout entier pourrait s'effondrer, se désintégrer, en perdant également beaucoup de valeur. Cependant, le problème, c'est que la direction dans laquelle il veut emmener les États-Unis n'est pas non plus viable. En gros, il essaie de condenser 30 à 40 ans de travail en 3 mois. Comment cela pourrait-il être réalisable? Je ne veux pas me lancer dans une analyse de la psychologie de Trump ou quoi que ce soit. Mais ne penseriez-vous pas que quelqu'un comme lui aurait suffisamment accès à des analyses et à des conseillers qui lui diraient de ne pas faire ça? Parce que, oui, cela ne doit-il pas être évident, surtout pour quelqu'un qui a déjà été président, que cela prendrait plus de temps pour relancer, pour rapatrier l'industrie américaine? Oui, je pense que tout cela découle du système politique américain lui-même, non? Vous savez, ce n'est pas comme en Chine, où plus ou moins le gouvernement central restera au pouvoir pour les 10, 20, 30 prochaines années, n'est-ce pas? Au moins aux États-Unis, il y a des élections tous les 2 à 4 ans, des élections de mi-mandat jusqu'à la présidentielle. Et nous n'avons aucune idée si Trump aura encore assez d'influence pour faire avancer quoi que ce soit dans les 2 ou 4 prochaines années. Il veut que J.D. Vance arrive. Est-ce que ce sera J.D. Vance? Nous n'en savons rien. Cela pourrait être un démocrate qui reviendrait sur toutes les décisions. Donc, ce que je soupçonne, c'est qu'il essaye vraiment d'anticiper tout et de condenser beaucoup de plans de relocalisation dans cette courte période. Et si vous voulez tout compresser en seulement 2 à 4 ans, peu importe ce que disent vos conseillers économiques, n'est-ce pas? Et je pense que la plupart d'entre eux sont d'accord pour dire qu'il faut jeter un pavé dans la mare. Il faut réélectrochoquer tout le système. Mais la manière dont cela est fait est vraiment extrêmement désordonnée. Maintenant, regardons simplement les tarifs réciproques qu'il vient d'imposer au monde, d'accord? L'idée de départ était d'y aller ligne par ligne, exportation par exportation, article d'importation par article d'importation, et de dire « Très bien, vous m'imposez un tarif de 30% sur le riz, je veux exporter du riz américain, vous devez le ramener à 10%, ou peu importe, n'est-ce pas? Et ensuite, nous relâcherons sur certains autres tarifs à l'exportation. » Mais il a simplement avancé avec une sorte d'équation mystique liée au déficit, ce qui n'avait aucun sens. Et il l'a tout simplement imposé au monde entier. Et à cause de cela, plus ou moins,
Il a énervé tout le monde dans le processus. Donc ce n'est pas tenable. Cela met beaucoup de pays dans le monde très en colère. Et à cause de cela, on commence à voir curieusement beaucoup de réactions, même de la part des alliés traditionnels des États-Unis. On voit l'UE essayer de discuter avec Trump, vous savez, comme des droits de douane dollar pour dollar ou zéro pour zéro. Le Canada a également répliqué avec ses propres droits de douane. Et il est aussi très difficile de convaincre les Britanniques de se détacher de la Chine dans le cadre de leurs négociations commerciales. On voit donc que beaucoup de pays étaient très habitués à l'ancien système. Et ce n'est pas comme si les Américains ne bénéficiaient pas eux aussi de l'ancien système. C'est quelque chose qui me surprend le plus, car je dirais que les États-Unis ont été les plus grands bénéficiaires de tout ce système, dans lequel le dollar américain était la monnaie de réserve mondiale. Ainsi, vous pouviez en quelque sorte imprimer de l'argent pour aller où vous vouliez, n'est-ce pas? Parce qu'il y aurait toujours un marché pour vos dollars américains. Et Donald Trump, d'un côté, dit qu'il punirait quiconque travaillerait avec les BRICS pour saper le dollar américain. D'un autre côté, il essaie maintenant d'affaiblir le dollar américain afin de renforcer la production locale, selon ses dires. Cela a-t-il du sens pour vous? Voyez-vous une stratégie là-dedans? Et selon vous, quel est l'effet d'entraînement de ces deux stratégies menées en même temps? Voici ce qui est intéressant. Je pense que l'ordre des opérations est erroné. Comme tu le dis, Trump veut un dollar plus faible afin de stimuler les exportations américaines. Et en surface, cela a du sens. Si ta monnaie est plus faible, les autres pays peuvent alors acheter tes exportations à un prix plus bas. Cependant, il ne se rend pas compte que les chaînes d'approvisionnement américaines ne sont pas encore développées. Ce n'est pas comme si les États-Unis avaient 1000 mines ou une centaine de mines de terres rares ou les raffineries nécessaires pour obtenir des matières premières bon marché. Ils continuent de les importer du reste du monde. Et c'est aussi le cas pour la majorité de leur acier, cuivre, aluminium. Une grande partie vient de Chine et la majorité vient également du Canada. Alors, que se passe-t-il quand on essaye d'imposer un tarif douanier de 10 à 25%? Soudainement, tous vos coûts d'approvisionnement augmentent. Et à cause de cela, beaucoup d'entreprises se retrouvent aujourd'hui à avoir une discussion difficile avec elles-mêmes. D'accord, Trump veut que je déplace mes industries aux États-Unis. Ça a du sens. J'y vais. Je n'ai pas besoin de payer de droits de douane, et grâce à cela, mes coûts baissent et je peux réaliser un profit plus important. Mais si je fais cela, si j'entre vraiment sur ce marché, je ne pourrai pas exporter vers le reste du monde. Mon marché sera limité aux États-Unis et uniquement aux États-Unis. Donc cela devient simplement un calcul mathématique. Si je dépense 5 ou 6 milliards de dollars pour construire une usine, comment vais-je pouvoir obtenir un retour sur investissement? Et si l'on regarde l'état du consommateur américain aujourd'hui, ce n'est pas très encourageant. Le moral des consommateurs est en chute libre. Beaucoup de gens vont devoir faire face à 4 000 à 6 000 dollars de dépenses supplémentaires chaque année. Et c'est là que je pense que l'administration n'a vraiment pas réfléchi aux conséquences. Maintenant, la rhétorique de Trump, c'est toujours « oui, comme ça, ils achèteront plus de produits américains, non? Ils n'achèteront pas les marques étrangères. Ils achèteront des produits américains. » Et en surface, encore une fois, ça paraît logique, non? On impose une taxe de 200% sur la Chine, non? Donc peut-être que les produits venant de Chine coûtaient 10 dollars. Maintenant, c'est 30 dollars. Pourquoi ne pas simplement acheter un produit américain à 20 ou 25 dollars, non? C'est toujours moins cher que la Chine. Mais il a oublié que les Américains, comme tous les consommateurs du monde, ont un troisième choix. Ils n'achèteront tout simplement pas. S'ils n'ont pas d'argent, ils n'achèteront pas.
Nous voyons également, et vous venez justement de diffuser cette vidéo sur votre chaîne avec Monsieur Besset, que les États-Unis affirment au monde entier qu'ils savent exactement ce dont le monde a besoin, et que ce dont le monde a besoin, c'est de moins de surcapacité venant de la Chine. Ce qui est amusant, c'est que cette plainte remonte à l'administration Biden, n'est-ce pas? Biden a eu l'idée de ne plus appeler les exportations chinoises des exportations, mais de la surcapacité, comme si la Chine n'était autorisée à produire que ce qu'elle peut consommer elle-même, n'est-ce pas? Mais ici, les États-Unis se heurtent aux problèmes structurels que ces exportations vers d'autres pays qui ne sont pas les États-Unis, les pays tiers, ne relèvent pas de leurs compétences. Et nous voyons que Trump essaie de créer des dispositifs comme des sanctions secondaires, des menaces de droits de douane secondaires, pour orienter cela. Que pensez-vous de cette approche? Eh bien, je dirais que c'est encore plus dangereux que ce que les États-Unis ont fait en confisquant les avoirs russes. C'est même pire que d'essayer d'utiliser le système du dollar comme une arme. Parce qu'en ce moment, le monde entier dépend d'un commerce mondialisé. Le modèle actuel consiste en grande partie à acheter des produits bon marché en Chine, des intrants peu coûteux au Vietnam, à les reconditionner, à les utiliser comme vos propres intrants, puis à les exporter vers les pays occidentaux, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Vous récupérez l'argent, puis vous réinvestissez, et tout le cycle continue. Mais ce que Trump fait avec ses droits de douane secondaires, c'est essentiellement dire au monde de démanteler complètement leur modèle économique, de le briser totalement. Si l'on regarde les droits de douane imposés au Vietnam, c'est vraiment tragique. On sait tous que le Vietnam, les fabricants là-bas, sont encore en train de monter dans la chaîne de valeur. Beaucoup de leurs produits sont des vêtements, des t-shirts, des chaussures, peut-être des téléviseurs dans une certaine mesure. Eh bien, les marges bénéficiaires là-bas sont de l'ordre de 10-20% maximum, et je suis très généreux en disant cela. Alors, que se passe-t-il quand on impose un droit de douane de 49%? On détruit tout simplement le modèle économique. Et à cause de cela, les Américains doivent maintenant payer plus cher pour acheter des produits. Donc, la consommation aux États-Unis va diminuer. Donc, à terme, si Trump ne fait pas marche arrière sur les tarifs douaniers, il va briser de nombreuses économies à travers le monde, mais elles finiront par se redresser et se tourner davantage vers d'autres économies, en vendant vers des endroits comme l'Afrique, la Chine, en commerçant entre elles en Asie du Sud-Est et même avec les Européens. Parce que les Européens sont prêts à dépasser toutes leurs limites budgétaires, ils vont dépenser davantage. Donc, d'une certaine manière assez tordue, les États-Unis sont en train de s'isoler du reste du monde. C'est l'économie américaine contre l'économie mondiale. Oui. Et cela, simplement, en raison de la taille de l'économie mondiale, est quelque chose que je considère effectivement comme une cause perdue. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, même en Asie, on observe beaucoup de réactions négatives. Je veux dire, il y a eu beaucoup de discussions sur la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui auraient des réunions et discuteraient entre eux de ce qu'il faut faire. Et même si je pense que la partie chinoise exagère un peu l'importance de cela, il est clair que l'Asie, même le Japon, regarde désormais vers l'Asie. Voyez-vous d'autres initiatives, peut-être aussi en Asie du Sud-Est, qui indiqueraient que l'on pourrait voir émerger de nouveaux réseaux commerciaux ou financiers en Asie, qui font actuellement défaut, mais qui sont peut-être à l'étude? Oui, tout à fait. Si l'on regarde certains des nouveaux membres entrants des BRICS, qu'il s'agisse de membres à part entière ou de pays faisant partie du nouveau réseau commercial des BRICS, on a vu l'Indonésie, l'un des pays les plus peuplés d'Asie du Sud-Est, collaborer avec la Chine via les BRICS, tout comme la Malaisie. Et pourquoi font-ils cela?
parce qu'ils veulent eux aussi monter dans la chaîne de valeur. Maintenant, si l'on observe la manière dont les États-Unis jouent leurs cartes, Trump essaye de transformer les États-Unis en un jeu d'autarcie assez étrange, où il cherche à devenir autosuffisant dans tous les domaines. Ce n'est peut-être pas le plan explicite, mais tout semble aller dans ce sens. En gros, les États-Unis essayent de consolider tout l'hémisphère occidental. Cependant, si l'on regarde l'Asie, cela signifie essentiellement que vous risquez de ne pas faire beaucoup d'affaires avec les États-Unis. Et si vous voulez vendre aux États-Unis, les prix sont tellement élevés qu'il faut aussi réduire vos propres coûts de production. Et il n'y a que deux façons de procéder, n'est-ce pas? Soit vous montez dans la chaîne de valeur, vous fabriquez quelque chose avec des marges plus élevées afin de pouvoir supporter des droits de douane plus importants imposés par Trump. Ou bien, vous essayez de réduire vos coûts de production au point de pouvoir franchir la barrière tarifaire. Peut-être que c'est 10%, peut-être que c'est 20%, mais il vous faut restructurer toute votre économie. Il vous faut trouver d'autres partenaires commerciaux. Il vous faut trouver d'autres réseaux d'échange. Et la seule grande économie d'une taille comparable à celle des États-Unis, c'est la Chine. Et ils sont en train de soi-disant mondialiser le monde, ce qui profite à leur propre économie, mais aussi à ces autres pays. Donc ce que font réellement les États-Unis, c'est se handicaper eux-mêmes dans le grand jeu, dans l'ensemble du jeu macroéconomique. Et je ne pense pas que ce soit une façon très intelligente de jouer ces cartes. Mais vous voyez cela comme le résultat de la structure institutionnelle des États-Unis, n'est-ce pas? C'est simplement ce que le système produit, pas vraiment le fruit d'une grande stratégie, bien sûr. Oui, je veux dire, voici la chose très tordue. Trump dit qu'il y a une grande stratégie. Et d'une certaine manière, je pense que ce sont les seules cartes qui lui restent à jouer. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, les États-Unis ont en fait beaucoup bénéficié de la mondialisation, en particulier du système du dollar, n'est-ce pas? Tu as mentionné, de façon intéressante, que les États-Unis ont la capacité d'emprunter de l'argent au reste du monde à des taux plus ou moins avantageux. Or, c'est un avantage extrêmement puissant si tu sais l'utiliser intelligemment, n'est-ce pas? Imagine simplement la capacité d'emprunter des sommes d'argent illimitées. Tu peux en fait les canaliser pour construire des chaînes d'approvisionnement. Tu peux les utiliser pour accroître ta présence en Afrique, ouvrir plus de mines, obtenir plus de ressources et les rapatrier aux États-Unis. En même temps, tu peux mener une longue guerre de subventions durables contre la Chine. Vous savez, la Chine va subventionner ces industries quoi qu'on dise. Et pour pouvoir rivaliser avec elle, nous devons faire la même chose. Et si vous êtes les États-Unis, vous avez un coût du capital plus bas. Donc vous pouvez le faire de manière assez durable aussi, mais ils ne le font pas. Qu'avons-nous vu au cours des 10 à 20 dernières années? Beaucoup d'aventures militaires étranges à travers le monde qui ont coûté énormément d'argent. Ce n'est pas tenable. En même temps, vous dépensez beaucoup d'argent, par exemple, en imposant des sanctions insensées à la Russie, surtout en ce qui concerne le pétrole. Ça n'a tout simplement pas fonctionné, n'est-ce pas? Qu'auriez-vous pu faire à la place? Utilisez l'argent pour développer votre propre infrastructure pétrolière, extraire plus de pétrole, ou bien aller dans le monde entier et commencer à établir davantage de relations avec des pays qui vous permettent d'exploiter plus de terres rares. Comme ce que nous voyons actuellement en Ukraine, faire signer l'accord à Zelensky, c'est un peu comme un accord désespéré, non? C'est tellement improvisé. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a sous terre non plus. Et même si c'est plein de ressources, qui sait quand la guerre avec la Russie va se terminer? Cela pourrait finir l'année prochaine ou dans 10 ans. Nous n'en avons littéralement aucune idée.
Et même si cela fonctionne, est-ce que les Russes seraient contents de vous donner toutes les ressources aussi? Donc il y a beaucoup de grands « si ». Et je pense que tout le système politique et économique a forcé les États-Unis à vraiment se battre avec un nombre de jetons en diminution. Une idée dont je n'arrive pas à me défaire en ce moment, c'est que les États-Unis, et l'Europe aussi, en fait, ainsi que de nombreux analystes occidentaux, restent d'une certaine manière prisonniers de cette notion selon laquelle tout doit être mesuré en argent, et qu'au bout du compte, l'argent finira par manquer. Alors qu'en réalité, les véritables contraintes sont bien sûr celles de l'économie réelle, les ressources, l'énergie, la capacité de production nationale, n'est-ce pas? Possède-t-on le savoir-faire, etc. Et si l'on regarde le système chinois, qui est bien plus centralisé, c'est une économie de marché, certes, mais c'est pas capitaliste, au sens où ceux qui détiennent le capital décident nécessairement de ce qui va se passer et allouent les ressources. C'est un processus politique qui reste en grande partie aux commandes. Selon vous, comment cette confrontation des systèmes profite-t-elle actuellement à l'un ou à l'autre? Eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, la Chine l'emporte de loin. En ce moment, aux États-Unis, nous avons constaté des fragilités dans l'ensemble du système économique américain, en particulier en ce qui concerne les marchés financiers. Trump disait qu'il serait capable de surmonter une récession, qu'il pourrait traverser de nombreuses catastrophes économiques et qu'il se moquait de la baisse des cours des actions américaines. Mais ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'effondrement du marché obligataire américain, n'est-ce pas? Je pense que nous avons vu au cours des 2 à 3 dernières semaines. Puis-je vous demander, car je ne comprends pas vraiment, pourquoi le marché obligataire est-il si crucial pour le gouvernement central? D'accord, bien sûr. En ce qui concerne le marché obligataire, il s'agit essentiellement d'un moyen pour le gouvernement américain d'emprunter de l'argent au taux disponible. Plus le rendement des obligations est bas, moins il en coûte au gouvernement américain d'emprunter de l'argent pour faire fonctionner l'ensemble du système et financer effectivement ses dépenses publiques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les États-Unis enregistrent, je pense, environ 1,8 à 2 billions de dollars de déficit budgétaire chaque année. Et cet argent doit être emprunté sur le marché obligataire. Il est donc bien préférable d'emprunter à un taux de 2% plutôt qu'à un taux de 5%. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, les États-Unis se dirigent plus ou moins vers une crise de la dette. Donc Biden et Trump veulent retarder l'implosion aussi longtemps que possible. L'espoir, c'est d'emprunter de l'argent à disons 4% et que l'économie croisse à 6%, ce qui n'est pas le cas. Mais si vous parvenez à créer un certain avantage en termes de croissance, vous pourrez dépasser votre dette. C'est ça, le plan. Mais quand les États-Unis ont décidé de bouleverser le monde entier, aujourd'hui, tous les investisseurs, ils regardent l'économie américaine, les marchés financiers, et se demandent pourquoi devrais-je placer mon argent aux États-Unis, acheter des actions américaines, alors que je pense que l'économie est sur le point d'entrer en récession. Et on y est déjà à moitié. Le PIB a reculé de 0,3%. Et si c'est le cas, je vais retirer mon argent, le dollar chute et maintenant tous les détenteurs d'obligations paniquent. D'accord, pourquoi prêterais-je de l'argent au gouvernement américain à 4% ou 5% alors que le dollar pourrait s'effondrer de 10% à 20% au cours des 4 prochaines années? En fait, je vais prêter mon argent au gouvernement américain gratuitement. Quel est l'intérêt de faire ça? Ou bien je pourrais même perdre de l'argent au final. Et à cause de cela, les coûts d'emprunt commencent vraiment à augmenter, n'est-ce pas? Nous sommes passés de 3,8% à un récent pic d'environ 4,5%.
Et à cause de cela, les États-Unis ont une capacité très limitée à réellement dépenser pour subventionner leurs industries ou construire leur propre chaîne d'approvisionnement. En revanche, la Chine le peut. C'est la grande différence. Les rendements des obligations chinoises sont maintenant en dessous de 2%. Donc leur coût d'emprunt est au moins 50% moins cher que celui des États-Unis. La Chine a donc beaucoup de marge pour stimuler l'économie et injecter beaucoup d'argent dans le système. En revanche, les États-Unis sont actuellement très limités. Je me demande cependant, au bout du compte, est-ce que les États-Unis ne pourraient pas, à un moment donné, dire « Bon, finalement, on ne se soucie plus du tout du déficit budgétaire », même si c'est l'opposé de ce que Trump a affirmé jusqu'à présent. Mais vu l'ampleur du dollar américain et son importance, s'il se contentait de financiariser et d'utiliser, non pas au sens figuré, mais littéralement, la planche à billets pour se financer, surtout dans ces secteurs clés où ils veulent se développer, et qu'ils se mettaient même à accorder d'énormes subventions, ce qui bien sûr serait l'autre moyen d'inciter à un retour. Où est l'autre moyen? Et est aussi utilisé pour favoriser le retour de cette industrie aux États-Unis. Selon vous, quel serait le résultat? À ce stade, quand la moitié du monde est en colère, en fait 90% du monde est en colère, on se dirige tout droit vers une crise inflationniste. En ce moment, il y a déjà une rupture de confiance. Pour Trump, d'une certaine manière, il lui est très difficile de faire marche arrière par rapport à sa trajectoire actuelle. S'il dit soudainement « Très bien, nous allons annuler les tarifs douaniers et commencer à inonder le monde de liquidités », cela montre simplement que l'ensemble du système américain, toute la politique financière et commerciale, est tellement incertain qu'on se dirige maintenant vers une nouvelle perte de confiance dans le dollar américain lui-même. On va donc se retrouver à nouveau dans une situation où l'inflation commence en réalité à grimper encore plus qu'auparavant. Maintenant, il suffit de regarder le prix de l'or au cours des 3 à 4 derniers mois. C'est sans précédent. Il est passé de 2500 $ à 3500 $. Cela montre simplement que la confiance dans le dollar commence à s'effriter. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à un point où les États-Unis ont très peu de marge de manœuvre. La seule issue que je vois, c'est que les États-Unis traversent une longue période d'austérité. N'oublions pas comment la Chine a en réalité construit ses chaînes d'approvisionnement au cours des 20 à 30 dernières années. Cela n'a pas du tout été facile. Lorsqu'ils ont commencé à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, je crois que c'était en 2000 ou 2002, par là, l'idée principale derrière l'économie chinoise, qui est finalement devenue la superpuissance qu'elle est aujourd'hui, était que les masses devaient sous-consommer et produire davantage. Donc, beaucoup de gens à cette époque vivaient en dessous de leurs moyens, ce qui a permis au gouvernement de disposer de suffisamment de marge pour allouer une grande partie du capital à la production industrielle, n'est-ce pas? Ainsi, pendant des décennies, les gens n'ont pas réellement bénéficié d'un niveau ou d'une qualité de vie très élevée comparé aux Américains. Et à cause de cela, le succès s'est accumulé encore et encore. Mais le problème c'est, est-ce que les citoyens américains, est-ce que les Américains peuvent vraiment avaler cette pilule amère? Devons-nous vivre en dessous de nos standards pendant 10, 20, voire 30 ans, traverser une période de désendettement très douloureuse, des programmes d'austérité et peut-être voir certaines prestations et obligations sociales réduites également? En même temps, il faudra réduire l'armée. Il faudra rapatrier beaucoup de ressources aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous devons collaborer avec le reste du monde et leur proposer de bons accords afin qu'ils nous fassent davantage confiance et que nous puissions obtenir leurs ressources de manière durable.
Et cela implique beaucoup de dépenses qui ne profitent pas à la population américaine. Pourront-ils l'accepter? C'est la grande inquiétude que j'ai pour l'avenir. Je n'ai pas de réponse facile à cela, car je n'ai aucune idée si Trump y a même pensé, puisqu'en ce moment, il est totalement dans l'optique America First, rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci pour cette idée. Personnellement, je suis sceptique à l'égard des politiques d'austérité, car elles entraînent de nombreux effets très négatifs pour les gens sur le terrain. N'oublions pas que les États-Unis sont l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde, et beaucoup de personnes y vivent déjà dans des conditions difficiles. Si l'on regarde la Chine, en 30 ans, ils ont réussi à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et à les faire accéder à la classe moyenne, créant ainsi aussi un marché de consommateurs pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose alors, c'est aussi de savoir s'il serait possible de travailler uniquement sur l'aspect de la financiarisation, car c'est un sujet qui, selon moi, n'est pas souvent abordé. Les États-Unis avaient autrefois un capitalisme fondé sur l'idée que l'argent était entre les mains de propriétaires privés qui le réinvestissaient dans leurs industries et généraient des profits. Mais au cours des 30 dernières années, nous avons vu qu'une grande partie de ce capital a été aspirée par le système financier, où il est utilisé comme un investissement spéculatif de type casino, au lieu de retourner dans l'économie réelle. Est-ce quelque chose qui, selon vous, a de l'importance, ou est-ce simplement ainsi que fonctionnent les marchés modernes? Eh bien, c'est un mélange des deux. Je pense que la façon dont on alloue l'argent compte vraiment. Cependant, les États-Unis, pour le meilleur ou pour le pire, sont vraiment une société capitaliste libre, ce qui signifie que le gouvernement ne va pas vous dire comment gérer les choses. Ce n'est pas le système chinois, où l'approche est descendante et où le gouvernement dit aux entreprises « Vous devez allouer votre capital aux activités A, B ou C ». Aux États-Unis, vous disposez de tout le capital et vous le dépensez comme bon vous semble. Et je pense que c'est là que les systèmes économiques futurs devront aussi évoluer au-delà de cela, n'est-ce pas? Parce que si vous avez un gouvernement en Chine qui prend réellement de bonnes décisions, qui dit à ses entreprises où allouer le capital, et que vous ne le faites pas, et que vous assistez à l'ascension d'une classe de barons de Wall Street, il n'y a vraiment pas de meilleur terme, qui se contentent de racheter leurs propres actions puis d'investir dans toutes sortes d'instruments étranges. Vous savez, ils font des SPAC. Ils essayent d'attirer beaucoup de gens à investir dans des instruments très douteux où ils peuvent extraire beaucoup de capital. Les incitations sont complètement faussées. Donc, si vous voulez que les États-Unis soient capables de rivaliser efficacement dans l'économie mondiale, je pense que vous avez raison sur la nécessité d'une réallocation du capital. Cependant, cela impliquerait de démanteler tout le cadre même de la démocratie américaine. Donc, je pense qu'en ce moment, nous sommes dans un état très étrange, comme dans un train fou lancé vers un crash financier. Et peut-être que cela forcera une remise en question de tout le système. Peut-être que nous devrions passer encore quelques minutes à parler de votre pays, de Singapour. J'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, mais comment Singapour gère-t-elle la situation actuellement? Parce que Singapour est le centre financier de l'Asie du Sud-Est. D'accord. Eh bien, ce qu'il faut savoir à propos de Singapour, c'est que nous sommes pris entre les grandes puissances. Nous ne pouvons pas nous permettre de pencher ni vers la Chine, ni vers les États-Unis. Et tout ce que nous faisons est dans notre propre intérêt. Donc, ce qu'il faut comprendre à propos de Singapour, c'est que nous avons plus ou moins un système de marché financier libre également. Nous laissons l'argent entrer. Nous permettons à beaucoup de gens d'investir dans notre immobilier.
jusqu'à notre marché boursier aussi. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire autrement, en quelque sorte, n'est-ce pas? Regardons simplement comment sont nos relations avec les États-Unis et la Chine. Et je peux plus ou moins vous décrire l'équilibre délicat que nous devons maintenir. Beaucoup de nos banques aujourd'hui sont connectées avec les banques de Wall Street. Et de nombreux flux financiers arrivent à Singapour. Nous devons donc aussi maintenir une économie de marché libre. Et je pense que les États-Unis sont l'un de nos plus grands partenaires à l'exportation, mais nous achetons aussi beaucoup à la Chine. Je crois que la Chine est même un partenaire commercial encore plus important pour nous que les États-Unis. Donc aujourd'hui, de nombreux pays, en particulier Singapour, se retrouvent pris dans cette guerre des tarifs douaniers. Nous voulons que les tarifs baissent, là, mais nous ne pouvons pas donner l'impression de pencher d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Disons que vous penchez complètement du côté des États-Unis, de la Chine. Et si les États-Unis décidaient d'augmenter les tarifs contre vous, n'est-ce pas? Mais disons que vous vous rapprochez trop des États-Unis. Et si le marché chinois commençait à exploser et que leurs mesures de relance créaient une classe de consommateurs très puissante? Il y a de fortes chances que nous rencontrions des résistances lorsque nous essaierons d'exporter là-bas. Donc, je pense que pour tous les petits pays, il va être difficile pour eux, pour nous, de vraiment savoir dans quel sens le vent souffle. Je ne pense donc pas que ce soit très facile non plus pour Singapour. Non, pas du tout. Mais tous les petits pays sont pris dans cette situation, n'est-ce pas? Mais, vous savez, Singapour a connu une transformation fantastique. Pas seulement une transformation, mais une croissance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Et votre ancien Premier ministre, Lee Kuan Yew, est surtout célèbre pour avoir créé non seulement une stratégie économique, mais aussi une stratégie financière et un modèle de production. Et pour avoir veillé à ce qu'en tant que cité-État, vous puissiez bénéficier des économies des autres. Si l'on regarde comment Singapour fonctionne aujourd'hui, quelle est, selon vous, la chose que le pays fait très bien et quelle est celle que vous diriez qu'il faudrait changer immédiatement? Je pense qu'à Singapour, la bonne gestion du pays repose sur la manière dont nous allouons notre capital. À Singapour, nous devons trouver un équilibre délicat, car comme dans toute société moderne, l'écart entre les riches et les pauvres augmente lentement. Nous avons un système qui permet de redistribuer l'argent des plus aisés vers les plus démunis de façon plus ou moins efficace, sans pour autant déstabiliser l'ensemble du système. Ainsi, il existe de nombreuses subventions publiques pour le logement. Il me semble que la statistique indique que 80 à 90% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement, ce qui est assez inédit dans une société moderne, surtout si l'on compare avec les économies occidentales, n'est-ce pas? Donc, lorsque j'essaie de tirer des enseignements de cette expérience pour les États-Unis, je dirais que les États-Unis auraient besoin d'un système de redistribution douce, où une partie de l'argent irait directement former un filet de sécurité pour les gens, tout en leur offrant de réelles opportunités dans les secteurs en croissance. Et pour nous à Singapour, nous essayons également de monter dans la chaîne de valeur. Nous nous orientons davantage vers l'IA. Nous nous tournons aussi vers les semi-conducteurs. Nous collaborons par exemple avec la Malaisie afin qu'ils puissent bénéficier de notre expertise, de notre savoir-faire et que nous puissions utiliser une partie de leurs terres dont nous manquons cruellement, évidemment. Et si l'on regarde la façon dont les États-Unis jouent leurs cartes, c'est assez étrange car au lieu de monter dans la chaîne de valeur, comme les États-Unis, qui ont une position dominante en matière d'IA et de tous les services associés, n'est-ce pas? Pensez à Netflix, pensez à Google, pensez à Meta.
Ce sont toutes des entreprises de classe mondiale qui disposent d'un avantage concurrentiel très solide. Vous voulez vous appuyer dessus. Mais si l'on regarde les mesures que Trump essaie de prendre, il tente de ramener les États-Unis à l'ère de la production d'acier. L'acier, c'est du sérieux. Et à cause de cela, on essaie de ramener des emplois qui, en réalité, n'existeront plus dans une économie aussi avancée d'ici 10 ou 20 ans. Supposons donc que vous parveniez à faire revenir quelques ouvriers sidérurgistes, d'accord? Vous réussissez à augmenter l'emploi de 5 à 10% dans ce secteur. Mais est-ce que cela se fait au détriment de vos champions, qui pourraient alors se contracter ou ne pas croître aussi vite qu'ils le pourraient? Je pense donc que ce sont là les grandes leçons. Vous savez, peut-être que les États-Unis peuvent aussi apprendre de Singapour. Mais il s'agit surtout de bien allouer son capital. Où le capital est-il productif et où ne l'est-il pas? Pensez-vous que l'ASEAN et le Japon vont réellement collaborer plus étroitement? Ou voyez-vous actuellement des signes concrets en ce sens? Eh bien, je pense que l'ASEAN et le Japon doivent absolument travailler en étroite collaboration. Je pense aussi que le commerce est en croissance. Et tout cela découle du fait que les États-Unis adoptent une politique isolationniste. Désolé, je ne peux pas dire isolationniste, c'est bien ça. Donc, parce que les États-Unis s'isolent, le Japon est très dépendant de l'économie américaine. Et si l'on regarde toutes les différentes négociations entre le Japon et les États-Unis, je pense que le Japon n'a pas obtenu un très bon accord. Beaucoup de voitures, beaucoup d'exportations automobiles du Japon vers les États-Unis sont désormais compromises. On leur impose un tarif douanier de 20 à 30%, peut-être autour de 25%. Le Japon se retrouve donc face à un dilemme intéressant. Il doit trouver d'autres marchés vers lesquels exporter ses voitures, n'est-ce pas? Mais en même temps, vous ne voulez pas non plus abandonner le marché américain, car c'est l'un des rares marchés qui empêche l'entrée des exportations chinoises bon marché. Donc c'est un marché protégé par des droits de douane pour vous. Je pense que le Japon se trouve actuellement dans une situation très étrange. Ils ne veulent pas désindustrialiser leur pays. C'est évident. Aucun pays ne souhaite désindustrialiser et transférer toute sa production aux États-Unis. Parce que si vous déplacez toutes vos industries là-bas, vous êtes à la merci des États-Unis. C'est un fait. Il y a beaucoup de risques géopolitiques. Peut-être que dans les 50 prochaines années, nous ne savons pas non plus ce qui peut arriver. En même temps, cela ferait régresser vos propres industries dans votre pays. Et alors, le Japon deviendrait simplement comme un siège RH pour toutes les entreprises du monde entier qui portent juste l'étiquette Japon. Vous ne voulez pas que cela arrive. Donc je pense qu'une bonne solution pour le Japon serait de travailler en étroite collaboration avec tous les pays d'Asie du Sud-Est, des pays comme l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, où il est possible d'implanter des usines, d'accéder à une main-d'œuvre moins chère et d'étendre sa présence dans la région. Maintenant, comment le Japon va-t-il rivaliser avec la Chine sur ce point? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils devront conclure une sorte d'accord stratégique. Tu prends cette région, je prends celle-là. Je n'en sais rien, mais je pense qu'il faut trouver une solution. Mais en ce moment, au cours des dernières années, nous avons également assisté à ce mouvement très intéressant du yen japonais qui s'est effondré. Et alors que beaucoup de gens disaient que c'était mauvais, j'ai toujours pensé que cela allait rendre le Japon beaucoup plus compétitif à nouveau. Et cela va en fait inciter à rapatrier une partie de la production manufacturière. Cela réduit aussi l'écart, disons, entre la Thaïlande et le Japon, n'est-ce pas? Donc, l'incitation ici est désormais de travailler ensemble. Par exemple, il devient plus facile pour les entreprises thaïlandaises de travailler et de produire au Japon et avec le Japon. Pensez-vous que le yen japonais va continuer à baisser globalement?
What's your take? Do you think the Japanese yen overall will continue to decline? Très bien. Parlons donc de la dévaluation ou de la baisse d'une monnaie. D'accord. Il y a deux façons de voir les choses. Si l'on parle de valeur absolue, toutes les monnaies du monde vont décliner par rapport aux biens réels, comme l'immobilier, l'or, les actions. Je pense donc que nous pouvons mettre cette discussion de côté. Mais lorsqu'on parle du dollar, je pense que le yen va connaître une période d'appréciation parce qu'il y a encore beaucoup d'argent qui quitte les États-Unis et il y a beaucoup d'incertitudes concernant la politique commerciale américaine. Mais voici ce qu'il y a de beau là-dedans. Si toutes les monnaies, sauf le dollar, s'apprécient par rapport au dollar, on se retrouve plus ou moins sur un pied d'égalité, n'est-ce pas? Surtout que très peu d'exportations vont désormais vers les États-Unis. Donc, le principal dilemme pour le Japon, je pense, c'est de savoir comment leur monnaie se compare à celle des autres pays, ce qui est encore plus complexe que de simplement la comparer à l'euro ou au dollar américain. Donc, à mon avis, le Japon se retrouve actuellement avec une situation assez mitigée, car il essaie de gérer sa propre crise de la dette, n'est-ce pas? Vous savez, 250%, ce n'est pas rien. Dette nationale par rapport au PIB. Mais en même temps, je pense que le Japon a besoin d'une monnaie suffisamment faible. Mais la façon dont elle s'échange face au dollar, à mon avis, devient de moins en moins pertinente avec le temps. Je le pense aussi. Et cela vaut également pour les autres nations, car comme vous l'avez justement dit, les États-Unis sapent actuellement leur propre jeu. Shunfu, les personnes qui souhaitent lire et voir plus de votre travail devraient d'abord se rendre sur votre chaîne YouTube, bien sûr. Mais existe-t-il une autre plateforme sur laquelle vous proposez vos analyses? Pas vraiment. Je pense que tout le monde peut simplement aller voir Sonfu dès maintenant. Il suffit d'aller sur youtube.com/sonfugoal. Sonfugoal. Ils peuvent me trouver ainsi que toutes mes analyses là-bas. Je parle d'or, d'économie, d'action, de géopolitique et aussi d'économie. Et vous le faites de manière très informée, avec beaucoup de graphiques, ce que j'apprécie toujours. Shunfu, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Washwer. C'était Sky Misengi.